Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais analyser les decks de Commander Croix-Tonnerre, decks préconstruits qui vont normalement sortir. Date officielle, c'est le 19 avril. Ça dépend de quand vous regardez cette vidéo YouTube, mais en tout cas, ils étaient en précommande. J'aime bien les petits decks Commander qu'ils font depuis un petit moment chez Wizard. Le problème, c'est qu'en fait, ils sont taillés sur le Commander multijoueur. Et moi, ce que je préfère, c'est le Commander Duel Commander, le DC, pour les intimes. Et ça tombe bien, puisqu'on a testé un petit peu Duel Commander sur la chaîne de Max, les jours du dimanche. Bon, le Commander multi, c'est sympathique, mais très vite, tu peux te faire notamment comment dire, Focus. Bon, vraiment pas ce que je préfère, hein, le multi en TCG de manière générale. Vous l'aurez compris. Et là, moi, ce que je voudrais faire, c'est analyser les decks Commander, voir un petit peu quelles sont les interactions qu'on peut avoir entre les cartes. Et dans un second temps, je pense que j'adapterai un petit peu les decks pour peut-être plus les rendre jouables en 1 contre 1. Notamment en retirant Sol Ring, qui est une carte qui n'aurait jamais dû exister, et qui, le fait qu'elle soit buggée est un peu compensé en Commander multi par le fait que les gens peuvent venir vous casser la gueule à plusieurs. Comme là on est en 1 contre 1, on veut pas détour un Sol Ring, c'est complètement ridicule. Donc voilà, j'ai à cœur en tout cas de modifier un petit peu ces decks, rien que pour ça. On va commencer par cette vidéo-là, puis j'essaierai de faire une vidéo par deck, en espérant que ça tienne avant jeudi soir. Jeudi soir, ce sera du coup jeudi 18, où on jouera, jeudi 18 avril 2024, on jouera sur la chaîne de Max, normalement, ces decks-là en 1 contre 1, et on verra bien ce que ça va donner. Hop là, je vais aller directement sur cette cam-là, hop là, pour vous montrer le petit fascicule qu'on a. Donc déjà, nous là, j'ai pris celui-ci. Voilà, de ennemi public numéro 1 pour Croix-Tonnerre. Le crime paye toujours. Affrontez vos amis avec des créatures puissantes et des sorts spectaculaires dans le format multijoueur le plus populaire de Magic. Unissez les hors-la-loi du multivers sous la bannière d'Olivia Voldaren, une vampire à la base qui vient de Innistrad, et gagnez des jetons trésors après avoir attaqué vos adversaires. Dépensez vos gains pour obtenir des hors-la-loi plus puissants et étendez votre empire du crime dans tout le désert. Alors, est-ce que c'est la description qu'on a là? C'est la description qu'on a là. Devenez la reine du crime à Croix-Tonnerre avec Olivia Voldaren aux commandes. C'est pas tout à fait pareil. Vous trouvez votre arsenal chargé d'une bande de gredins, de pirates, d'assassins, de mercenaires et de psychagogues, qui donc sont des hors-la-loi. Prêt à tout pour gagner quelques pièces en plus, il dispose d'un grand nombre de compétences et de synergies pour garder votre stratégie flexible. Utilisez vos hors-la-loi effrayants pour frapper vos adversaires et créer des jetons trésors pour chaque mission accomplie. Plus tard dans la partie, Olivia vous laissera transformer ses richesses en hors-la-loi, encore plus puissants pour vous mener à la victoire. Les règles du commandant, on va pas les relire, mais en gros, vous avez normalement... Alors, je vais quand même les lire une fois. Chaque partie de commandeur est un combat hardi, pendant lequel les alliances sont forgées, les amis sont trahis, et où toutes les rancunes nourrissent des plans de vengeance. Voilà, donc ça, c'est le commandeur multijoueur. Moi, je vais essayer de vous dire quelle est la spécificité du commandeur, du duel commandeur. En l'occurrence, c'est, vous avez un adversaire, vous devez mieux jouer que lui pour le battre. Voilà, c'est... Et espérer que votre deck sorte pas trop mal, bien sûr. C'est tout. Et en fait, ce côté un peu politique, d'alliance, de trahison, de machin, c'est pas ce que j'aime faire dans un TCG. Désolé. Au bout du compte, il ne restera qu'un joueur. Ça, c'est toujours vrai à 2, par contre. Jusqu'à la prochaine partie, bien entendu. Commander est un format multijoueur, donc bon, là, c'est pas ce qu'on va faire, en free for all, qui ajoute ses règles à Magic. Vous commencez avec 40 points de vie. Alors, ça, il faut savoir qu'à l'époque du Duel Commander, quand c'est sorti... Le Commander à la base s'appelait l'EDH. L'EDH pour Elder Dragon Islanders, ce sont des arbitres aux États-Unis qui ont créé ce format, avec notamment Sheldon Menery, qui est décédé il n'y a pas si longtemps, un ancien arbitre niveau 5, il me semble, et qui donc a notamment créé le Commander avec d'autres potes à lui. Il était après très influent sur justement les règles du Commander, etc. Donc eux, ils ont fait leur petite banlist entre eux, machin, et ça a vraiment pas mal décollé, parce que ça promettait des parties qui du coup durait très longtemps, avec beaucoup de joueurs. Bref, les Américains aiment bien ça, il y a beaucoup de Français qui aiment bien ça. Bon, moi, j'en fais pas trop partie. Par contre, le principe de le transformer en mode duel, ça permettait d'avoir des jeux de 100 cartes, tout en x1, avec un commandant qui peut revenir, et donc qui avait une stratégie intéressante en fonction de la créature légendaire que vous choisissiez. Et donc ça nous plaisait, et en France, c'est vrai qu'on a été les précurseurs pour le duel commander, et donc adapter les règles du commander au format 1 contre 1. Et j'ai été pendant un peu plus d'1 an membre du comité de la banlist du Commander, où on statuait sur quelle carte était trop forte pour être bannie, quelle carte pouvait éventuellement être débannie sans péter le format, et quelles règles on pouvait changer si jamais il y avait besoin, comme la reine des clones, etc.
Toujours est-il que, à la base, en duel commandeur, on commençait avec 30 points de vie. Et il y avait toujours cette règle des dégâts de commandant. Il dit donc si votre commandant inflige au moins 21 blessures de combat à un joueur pendant la partie, ce joueur perd. Il faut savoir qu'à l'époque, comme il jouait les Elder Dragons, donc ça veut dire les dragons, les anciens dragons de Legends, l'édition, avec notamment Nicol Bolas, mais aussi Chromium, Arcades Sabot, donc je ne vais pas tous les faire. Eh bien, c'était des 7-7 vols, avec des effets un peu bizarres. Et du coup, il considérait que si jamais un dragon attaquait 3 fois un joueur, enfin touchait 3 fois un joueur, et ben le joueur perdait, quoi. D'où les 21, qui correspond à la moitié plus 1, ou alors à 3 x 7, comme le... tout ça pour dire que depuis, donc au début c'était donc 30 points de vie avec la règle de commandant, le duel commandeur, et un peu plus tard c'est devenu 20 points de vie flat, et je pense que c'est très bien. J'étais pas à l'initiative de cette règle, j'étais plus dans le comité à ce moment-là, mais je trouve que harmoniser les règles du duel commandeur avec les règles d'un format classique de Magic, je pense que c'était très bien. Bref. Votre commandant commence la partie dans la zone de commandement, ça c'est vrai. C'est une zone entre guillemets en dehors de la partie, mais qui est considérée comme étant... C'est un peu une zone d'exil particulière, voilà. C'est une zone où en fait tu vas mettre les emblèmes des Planeswalkers par exemple, tu vas mettre certaines choses, mais c'est grosso modo une zone d'exil, sauf que dans la zone d'exil tu peux interagir avec, alors que là, à ce jour, il n'y a aucune carte qui interagit avec la zone de commandement, que je sache. Bref. Donc il commence une zone particulière, mais comme si tu es dans ta main, tu peux le jouer pour son coup de mana, et quand il va être géré, tu vas pouvoir le remettre dans cette zone-là, c'est ce qu'ils vont expliquer. Voilà, vous pouvez lancer votre commandant depuis la zone de commandement. La taxe de commandant fait qu'il coûte 2 de plus pour chaque fois où vous l'avez déjà lancé depuis la zone de commandement. Si votre commandement vos commandements vous coûtent 3, au départ il vous coûte 3. Quand vous le faites gérer, à la place de le mettre dans la zone où il doit aller, vous le foutez. Enfin, je crois que c'est même plus à la place, je crois que maintenant il passe par le cimetière ou quoi. Bon, peu importe. Vous le foutez dans cette zone de commandement et vous pouvez le payer pour 2 de plus à chaque fois. Donc si vous voulez le jouer une deuxième fois, il vous coûtera 5, une troisième fois, il vous coûtera 7, etc. Si votre commandant doit être mis dans votre main ou dans votre bibliothèque, vous pouvez choisir de le renvoyer dans la zone de commandement à la place. Donc le à la place, c'est dans la main ou la bibliothèque. C'est pas trop le cas à l'époque. À l'époque, tu pouvais faire charme de bande sur ton commandant, tu le renvoyais plus dans Commander, ça a été le cas. Ils ont changé ça. Et si votre commandant est mis dans votre cimetière ou en exil, vous pouvez le ramener dans la zone de commandement. Si c'est arrivé à cause d'un sort ou d'une capacité, attendez que ce sort ou cette capacité ait terminé de se résoudre avant de déplacer ainsi votre commandant. Ce qui permet notamment de piocher sur pince-crâne quand il y a une carte qui dit si une créature meurt, faites un truc. Avant, comme c'était à la place, bah, du coup, ça ne passait pas par le cimetière. Et maintenant, c'est d'abord on y va au cimetière, on fait une résoudre, et après, on va le remettre dans la zone de commandement. Voilà. Il y a Tevesh Zat, yes, très pas imbécile, interagit avec la zone de commandement, il me semble. Ok, d'accord. Bref, voilà pour les règles du commandeur. Et on va retourner derrière, on va voir donc cette Olivia Voldaren, qui est Olivia hors-la-loi opulente, furieuse de son mariage, gâchée de sa tentative ratée d'usurpation du pouvoir vampirique de son plan originel. Effectivement, il y a eu les noces écarlates où elle devait se marier avec je sais plus qui de la maison... je crois que c'était un... je sais plus qui de la maison... Karlov, il me semble. Bon. J'ai plus trop les bails de roleplay, on s'en fiche un peu. Et Voldaren a décidé de prendre du temps pour elle, de se défouler en cassant et prenant tout ce qui lui plaît. Là où ses héros agaçants ne pourront pas l'en empêcher. Sur Croix-Tonnerre, elle a trouvé l'endroit idéal pour décompresser en semant le chaos. Là, elle peut évacuer un peu de sa frustration, arranger sa traite de mariage rouge sang avec de nouvelles âmes et préparer son prochain coup. La méchante, la vilaine. Bien sûr, Olivia a un tel charisme que même sur un plan reculé, elle ne resterait pas seule bien longtemps. Sur Croix-Tonnerre, elle a trouvé un groupe d'individus partageant les mêmes idées qu'elle. Un ensemble de laissés pour compte, frustrés dont les plans ont été déjoués par les forces de l'ordre, des rivaux ou parfois eux-mêmes. Les marginaux se sont peut-être perdus ou dispersés dans de nouvelles terres, avec des idées mais pas de plans concrets. Cependant, il y a au moins une chose qu'ils ont bien fait. Quand Olivia a parlé, ils ont écouté. Revenue reine de sujets affamés et redoutables, Olivia transforme ses vacances relaxantes en séjours productifs. Très bien. Le deck, il est ici, donc j'ai déjà sorti de sa petite boîte. Je ne l'ai pas slivé pour l'instant, mais je le ferai un peu plus tard. Et on va découvrir d'ailleurs un nouveau truc qui s'appelle les primes. Alors, le truc, c'est que les primes, eh ben, je ne sais pas ce qu'il explique en fait. Je l'avais lu quelque part, mais je m'en rappelle plus bien.
Et en fait, est-ce qu'il y a un truc qui explique les primes? Tiens. Ah, attendez, parce que j'avais pas ouvert celui-ci. J'avais commencé à l'ouvrir. On va regarder. Donc ça, c'est quand on ouvre un deck à la base. On a... Hop là, l'unbox. On a donc le deck avec les tokens. On a le petit dépliant que j'avais là. Allez, descends. Donc ça, c'est le dépliant. Donc dans le dépliant, on est d'accord qu'il y a juste l'histoire du man en question. Là, ce sera Yuma, Fier Protecteur, que je ne connais pas. On a les règles de commandeur, mais on n'a pas de... J'ai pas de truc sur les primes. Là, j'ai... Ah si, peut-être là. Bah non, ça c'est le compteur de points de vie. Ça, c'est la petite deckbox qui donc va se crafter facilement. Hop là. Pour pouvoir mettre le deck à l'intérieur. On peut mettre des slips en plus. On a le commande pendant votre tour et les formats populaires de match. Vraiment le truc qui sert à rien. Et on a, bah tiens, je vais vous l'ouvrir maintenant. Aux autres des cartes primes. Ah, peut-être t'as raison. Oh, le boss. Qui a dit ça? Jello Gresh, le boss. Salut Meuse, je fais du Magic. Malcolm, les bons yeux. On a récupéré une... Donc ça c'est quoi dans chaque deck commander? Il y a Booster Collector Échantillon. Avec donc Malcolm, les bons yeux. Une 2-2 vol célérité pour 2. Chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour enquêté. Très bien. Et Châtiment Féroce. Petite carte pour un incolore et un blanc. Tranchage. Ah oui, c'est détruire une créature attaquante ciblée pour 2. Mais si jamais tu payes 5, bah, tu retires attaquante. Et ça te fera détruire une créature ciblée. C'était une capacité qui était apparue il n'y a pas si longtemps. Bref, donc j'ai ça. Et effectivement, derrière, il y a le coup des primes. Bien joué, évidemment. Alors une prime, c'est quoi? Avis de recherche. Donc ça, c'est une façon de jouer la partie différemment. Avant le début de la partie, mélangez au moins 6 cartes primes uniques pour former un tas face cachée. Donc ça tombe bien, puisqu'il y en a, je crois, 3 différentes par deck. Ce qui fait que même en ayant 2 decks, bah, vous allez pouvoir avoir vos 6 primes. Au début du 3e tour, peut-être zoomer un peu, excusez-moi. Je vais peut-être zoomer un chouïa, parce que là on va voir les cartes en... Donc je disais quoi? C'est devenu un jeu de société ou quoi? Bah en tout cas tu peux ajouter ce petit truc en plus quoi. Au début du 3e tour du joueur de départ, révélez la carte prime du dessus. Okay. Revendiquez la prime révélée pendant votre tour et recevez votre récompense. Au moment où chaque tour commence, si aucune prime n'est proposée, révélez la prime suivante. Si le tas est vide, mélangez toutes les primes revendiquées pour reconstituer un tas. Si la prime n'a pas été revendiquée au dernier tour, faites passer sa récompense au niveau suivant. Les récompenses, c'est 1. Créer un jeton trésor. 2. Créer 2 jetons trésors. 3. Créer 2 jetons trésors ou piocher une carte. Et le max, c'est 4. Créer 2 jetons trésors et piocher une carte. Ok, donc les primes, c'est... Par exemple, prime Lissa, collectrice d'argent fin. Au début de votre étape de fin, c'est le joueur qui avait le nombre de cartes en main le plus élevé, ou qui partageait le nombre de cartes en main le plus élevé au moment où le tour a commencé, a subi les blessures de combat ce tour-ci, recevez votre récompense. Ok. Donc, ça veut dire, si jamais on attaque en gros celui qui... Enfin, on fait des dégâts à celui qui avait le nombre de cartes en main le plus élevé, ou qui partageait le nombre de cartes en main le plus élevé au moment où le tour a commencé. Okay, on va pas regarder les points de vue, regarder celui qui a le plus de cartes en main. Et si jamais on l'a blessé, alors du coup on récupère une récompense, en l'occurrence bah, un trésor si jamais on est le premier à le faire. C'est ça. Avant le début de la manche, machin. Si tu revendiques la prime révélée pendant votre tour, vous recevez la récompense. Au moment où chaque tour commence, si aucune prime n'est proposée, révélez la prime suivante. Si le tas est vide, mélangez toutes les primes revendiquées pour... Ok. Il y aura des primes à chaque tour quoi. Et si la prime n'a pas été revendiquée au dernier tour, faites passer sa récompense au niveau suivant. Donc si jamais le premier joueur arrive à faire cette prime, eh bien joué, gagner un jeton trésor, mais au prochain tour, on va révéler une deuxième. Et si jamais c'est pas le cas, eh bien on va mettre, je pense, un petit dé dessus et dire, bah tiens, il aurait peut-être dû rappeler le dessus, parce qu'en fait, à chaque fois, il faut retourner. Bah quoi qu'en fait, non, c'est pas con. En fait, tu vas laisser une carte comme ça, tu vas mettre ça ici, tu vas mettre un petit dé pour dire où t'en es. Ok, bah alors on en est au niveau 1 par exemple, parce qu'il vient d'arriver. Ok, le gars a pas réussi à faire l'effet, bon bah du coup elle passe au niveau 2. Et comme ça, si jamais le gars l'a fait, eh bien tu fais ce qui a marqué là. Oui, bon, ça rajoute un petit truc. Alors donc là, c'est quoi au début de votre étape de fin?
Si vous avez commis un crime ce tour-ci, vous recevez votre récompense. Facile de commettre un crime, il suffit de cibler quelque chose qui appartient à un autre joueur. Lui compris. Et Queen le sournois, au début de votre étape de fin, si une créature légendaire que vous contrôliez a attaqué seule ce tour-ci, recevez votre récompense. Donc c'est quand même assez simple de récupérer les primes, et ça permet d'avoir des petits trésors, des trucs en plus. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y avait le truc de Cluedo aussi qui faisait ça. Proposer un truc un peu différent. Bon, maintenant qu'on a vu ça, eh bien on va surtout voir les cartes que compose ce deck Olivia hors-la-loi opulente. Est-ce que ça va au niveau du focus? Je crois que c'est bon. Là elle est foil, donc c'est un peu sombre. Mais ça va. Attends, peut-être si je fais ça. Ouais, non, on va faire ça. On va faire ça. Ok, c'est parti pour lire un petit peu les cartes. Olivia hors-la-loi opulente est une 3-3 pour 4. Elle a le vol et le lien de vie. A chaque fois qu'au moins un hors-la-loi que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton trésor. Ok, donc elle est vraiment full focus hors-la-loi. C'est un assassin, donc c'est elle-même, évidemment, un hors-la-loi. Et elle se compte elle-même. Jeton trésor étant... Ah oui, d'ailleurs, je l'ai pas... Ouais, je vais prendre la liste des tokens. Des fois, ça peut aider. Je l'avais là, ouais. Hop là. Tac. Voilà, trésor. C'est, pour ceux qui ont connu Pétale Lotus, bah, c'est la même chose. On l'engage, on sacrifie, et on va ajouter un mana à la couleur de votre choix. C'est un petit Black Lotus. Mais c'est cool, ça permet, c'est le trésor, c'est notamment ce qu'on a avec les primes là, et ça permet d'accélérer notre mana, de fixer un peu, etc. Pour 3, on peut sacrifier 2 trésors et mettre 2 marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez, activée que lorsque vous pouvez lancer un rituel. Donc non seulement on va pondre des trésors à chaque fois que on va mettre des blessures de combat à un joueur, ça. Mais en plus de ça, on peut sacrifier des trésors pour booster nos bêtes, et quand même 2 marqueurs +1/+1 sur toutes nos bêtes, c'est quand même pas mal. Ok, j'aime un peu l'esprit. On peut, si on souhaite, c'est un peu toujours le cas, je me demande si en allumant... dites-moi si c'est mieux. Je regarde un peu terne. Une fois n'est pas coutume, si jamais je fais ça... Ça change un peu ou pas? Attendez. C'est mieux ou moins bien? Attends, je regarde. C'est un peu pareil, hein. Non, c'est peut-être un peu plus éclairé quand même. Je crois que c'est mieux avec la lumière, non? Vous en pensez quoi? Je crois qu'on voit un peu mieux. Bien. Ah mais il est foil aussi, c'est pour ça que ça fait bizarre. Et du coup là, je voyais pas foil en fait. Quand il n'y avait pas la lumière, je le voyais pas foil. Donc il y a très souvent dans les decks 2 cartes qu'on peut utiliser en tant que commandant. Et d'ailleurs, c'est pas impossible que dans la version Duel Commander, on mette peut-être celui qui est moins cher. Vous voyez, je vais le lire, on verra. Vian, Oromancien. 3-3 pour 3. Les autres hors-la-loi que vous contrôlez ont la vigilance et la célérité. Plutôt pas mal. Vigilance et célérité, ça veut dire que si jamais on a sa tour 3 et qu'on met Olivia, boum. Boum, pas comme ça, puisqu'on est sur la vigilance. Et en plus de ça, eh bien, on va lui filer la célérité, parce que c'est vrai qu'il lui manque un peu la célérité à cette bête. Au début du combat pendant votre tour, vous pouvez faire que les trésors que vous contrôlez deviennent des créatures à artefacts 3-3 construction et assassin, en plus de leurs autres types jusqu'à la fin du tour. Ah oui, tu commences à transformer tes trésors en 3-3, j'ai l'impression qu'il est mieux qu'Olivia. Hein. Enfin, si je vais jouer en Duel Commander, je pense que je le mettrais bien plus qu'Olivia. Il coûte 1 de plus, donc techniquement, si on nous la tue, faut repayer 6, etc. Alors, le fait que ce soit les autres hors-la-loi, il est plutôt bien quand on le pose tôt pour ceux qui arrivent après. Par contre, si jamais on a réussi à mettre des trésors, en jeu avant de le jouer, eh bien ces trésors-là pourront attaquer en tant que 3-3. Je crois qu'il est bien. Je crois que je le préfère en duel. Jugement selon le conseil, très bonne carte que je jouais à l'époque. En commençant par vous, chaque joueur vote pour un permanent non-terrain que vous ne contrôlez pas. Exilez chaque permanent avec le plus de votes ou qui partage le plus de votes. Alors bon, moi je vais vraiment là partir sur un... Ça fait longtemps que j'ai pas joué en commandeur compétitif, enfin il y a quelques années, mais je vais vraiment me baser sur le fait qu'on joue en 1 contre 1, et du coup, quel intérêt ça a cette carte-là? Eh ben elle est cool, puisque comme c'est... mettons que
moi je vais voter pour un truc à lui, lui va voter pour un truc à moi. Eh bien, comme on n'est que deux, et comme c'est exiler chaque permanent avec le plus de votes ou qui partage le plus de votes, oui, parce qu'il faut. Oui, je suis en mode, mais du coup, non, il peut pas. Il peut pas. Je suis en mode, mais c'est trop. Oui. Pardon. Comme c'est chaque joueur vote pour un permanent non terrain que vous ne contrôlez pas, en fait, ce qu'il va faire, c'est que nous, on va dire, ok, je vais t'exiler, je sais pas, ta bête par exemple, et lui va dire la même chose. Parce que de toute façon, il peut pas nous prendre un truc à nous, à moins qu'il y ait vraiment autre chose à exiler, mais bon, franchement, il y a peu de chance, quoi. Donc, l'intérêt de cette carte-là, c'est qu'en fait, pour 3 en rituel, on va pouvoir exiler un permanent non terrain qu'on ne contrôle pas, et que comme ça ne cible pas, précisément, c'est vous choisissez un permanent non terrain, on vote en gros, il n'y a pas vraiment... Quand on joue en fait jugement sur le conseil, il se passe rien. C'est quand il se résout qu'on commence à dire, bon alors bah, du coup on va faire l'effet, machin, et en fait, donc non seulement vous n'avez pas de cible à choisir au moment où vous lancez jugement sur le conseil, mais en plus au moment où il se résout, comme il n'y a pas de cible, vous pouvez même choisir un permanent qui a le linceul ou la défense talismanique. Voilà. C'est un des gros avantages de jugement sur le conseil. Non seulement ça gère tous les permanents de mon terrain, donc c'est vraiment très cool, un enchantement, un arpenteur, ce que vous voulez. Mais en plus de ça, ça ne cible pas. Et donc, bah, c'est pas mal joué, même si c'est un rituel qui coûte un incolore de blanc, c'est quand même un peu cher. Le fait que ça ne cible pas, c'est vraiment très fort. Donc, on prend. Intervention d'Eliott pour X et 2 blancs. Choisissez l'un, détruisez X cible, artefact et ou enchantement. Ou bien un joueur ciblé gagne 2 fois X points de vie. Alors ça, c'est typique un truc. Je pense que je le virerai. Je vais mettre... voilà, je pense que je vais déjà faire une petite présélection des cartes. Et il y a des cartes qui peuvent être intéressantes, on va dire, en multi, d'autres qui le sont un peu moins. Là, en fait, le problème de ce genre de carte, c'est que si jamais le gars il a ni artefact ni enchantement, bah ça ne sert à rien. Parce que, enfin, tu peux gagner des points de vie, mais t'as pas envie de t'emmerder à gagner des points de vie. Hein, ce qu'on veut surtout, c'est casser la gueule de l'autre. Je pense que ça, je le dégage. Un arpenteur OMG Back to 2006. Ouais. Alors, t'as de bonnes rêves, puisque à l'époque, on appelait ça arpenteur. Et depuis, ça s'est harmonisé en Planeswalker. Mais, si je peux me permettre de faire le malin, les Planeswalkers sont sortis à Lorwyn en septembre 2007. En 2006, il n'y avait pas le terme arpenteur. Sauf sur une carte qui s'appelait... Non, parce que c'était encore en 2007. Tarmogoyf. Tarmogoyf, qui était une carte de vision de l'avenir et qui, pour la première fois, parlait de Planeswalker, enfin d'arpenteur du coup en français, alors qu'on ne savait pas encore ce que c'était, puisque Vision de l'avenir était une carte qui avait des cartes qui allaient sortir plus tard. Bref, pour la petite histoire. Je le savais. Bon, ça je pense que je la dégage. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ça va me plaire ça. Je vais mettre les cartes que je dégage et les cartes que je garde, et je remplacerai les cartes que je dégage par des cartes donc de l'extension. 2007 Tarmo, alors j'ai raté. Ouais, parce qu'en fait, comme c'est sorti, je crois que Vision de l'avenir, c'est sorti en mai ou en juin 2007. J'en aurai le cœur net. De toute façon, je vais me... Mais en fait, c'est pas là-dessus qu'il faut que je le fasse, c'est sur l'autre. Voilà, éviter les dingueries. Donc, Magic Ville édition. Donc, liste des éditions. Alors, Vision de l'avenir. Mai 2007. Pas mauvais, hein? Voilà. Et en fait, donc, quand on avait à l'époque... Alors là, du coup, on l'aura en anglais, je pense. Ah, quoique. Tarmogoyf, qui est devenu une des... Oh, il est en français, magnifique. Voilà. Les types... Donc, la force du Tarmogoyf est égale au nombre de types de cartes, des cartes de tous les cimetières, et son endurance est égale à ce nombre plus 1. Et à l'époque, il y avait donc pour la première fois marqué, les types de cartes sont artefacts, créatures, enchantements, éphémères, terrain, arpenteur, rituel et tribal. Et en fait, arpenteur et tribal, à l'époque où Vision de l'avenir est sorti, on ne savait pas ce que c'était. C'était un beau clin d'œil. Et en fait, 3-4 mois plus tard, est sorti Lorwyn, en octobre 2007, bon, septembre-octobre, où là, du coup, pour la première fois, il y avait les arpenteurs comme Adjani,
comme Liliana, Jace, Chandra et Garruk, qui étaient les 5 premiers arpenteurs, qui n'étaient même pas mythiques, puisqu'il n'y avait pas, la rareté mythique, ça s'est fait 1 an plus tard. Voilà pour la petite histoire. Arpenteur est plus stylé, ouais, mais du coup, Tarmogoyf, c'est une carte qui valait 120 € à l'époque et 15 € aujourd'hui. Bah, tant mieux, ça a baissé, hein, mais effectivement, ils l'ont réédité pas mal de fois. Puis peut-être que maintenant, elle a un peu perdu de sa superbe, parce que quand elle est sortie, il y avait des decks mono noir en Legacy, qui splashaient vert juste pour Tarmogoyf, donc c'était vraiment très fort. Très vite, c'était une 3-4, 4-5 pour 2, donc bon, ça devient vraiment débile. J'ai beaucoup joué de Tarmogoyf, c'est très cool. Garruk, mon premier amour. Elle était cool, Garruk. Hein. Garruk qui faisait des envahissements pour... bon, bref. Allez, avançons. Avançons, Genius m'attend. 4-4 mercenaires G, 4-4 pour 5 vol vigilance. À chaque fois que lui ou une autre créature non jeton arrive sur champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton de créature 1-1 rouge mercenaire avec... Ah oui, donc le fameux mercenaire, alors je vais en avoir là, je pense. Donc les mercenaires, c'est les petites 1-1 l'édition qui ont une petite capacité en plus, voilà, c'est pas... Ça mange pas de pain, ça donne juste un petit boost en rituel. Mais en gros, donc 4-4 vol vigilance, quand lui ou une autre créature non jeton arrive sur champ de bataille, donc il va à chaque fois pouvoir pondre des mercenaires, c'est quand même pas dingue, et lui-même, en fait, qui est quand même pas nul, c'est-à-dire, et qui lui-même est quand même 4-4 vol vigilance. C'est quand même une belle enjeu Serra. Hein. À l'époque, il y avait enjeu Serra, ça coûtait 3 incolores de blanc, et maintenant on a un truc qui pour 5 pond une 1-1, fait pondre des 1-1 quand d'autres cartes arrivent, et à chaque fois que le mercenaire angélique attaque, si sa force supérieure ou égale à 6, piocher une carte. C'est beau. J'aime ce genre d'interaction. À savoir que il y a eu du power creep à Magic sur les créatures, mais un peu l'inverse sur les sorts. Les sorts sont devenus moins forts. Enfin, en tout cas, il y avait des sorts qui étaient complètement cheatés, bon, pense évidemment à Ancestral Recall ou même Messe Noire ou que sais-je, ou même Foudre, qui ont été un peu trop forts, soit beaucoup trop forts, soit un peu trop forts. Donc ils ont baissé un petit peu le niveau des sorts, ils ont monté le niveau des créatures, mais par rapport à Yu-Gi-Oh! En 31 ans, on est passé de Ange de Serra à ça, ce qui est peanuts par rapport à d'autres jeux. Et puis j'aime bien que les bêtes aient des bonnes capas, je trouve ça cool. J'aime bien le fait que Magic soit redevenu, comme c'était à la base prévu, un affrontement de créature contre créature avec des spells en plus. Même quand tu joues contrôle, maintenant tu joues des bêtes, bref. Ok, mercenaire angélique, c'est cool. Nous partons à l'aube. Pour 3. Les sorts de créatures légendaires que vous lancez ont la convocation. Ça veut dire que vos créatures peuvent aider à lancer ce sort. Chaque créature que vous engagez en lançant ce sort paye 1 ou un coloré. Par exemple, si jamais j'avais mercenaire angélique et son token mercenaire, et que je voulais jouer celui-ci, et que, mettons, je l'ai déjà joué une fois depuis la zone de commandement, il est retourné. Donc normalement, il m'a coûté 5. Et bien là, je pourrais dire, je paye 2. Et, enfin, ça paye 2. Et du coup, je peux le jouer pour un mana noir et 2 incolores, puisque là, je peux dire ça paye un blanc, ça paye un rouge. Donc, nous partons à l'aube, pourquoi pas. Donc, les sorts de créatures légendaires que vous lancez ont la convocation, donc c'est bien pratique, évidemment, pour les commandants. Et l'autre truc, c'est, à chaque fois que votre commandant attaque, créez un jeton de créature 1-1 rouge mercenaire avec, on l'engage, le mercenaire, quoi. Donc, non seulement les créatures légendaires qu'on lance ont la convocation, en plus il n'y a pas que le commandant en légendaire, mais en plus à chaque fois que le commandant attaque... Alors ce qui est un peu relou, c'est que si jamais on joue lui comme commandant, on aura peut-être moins envie d'attaquer avec, alors qu'Olivia, le fait qu'elle ait le vol, peut-être qu'elle est plus facilement attaquée. Mais pour l'instant je pense que vraiment lui c'est un bon candidat, si jamais je dois passer le deck en duel. Le créature versus créature est devenu assez bizarre vu qu'il y a des bovidés anges ou des plantes mercenaires par contre. Oui, bon, on n'est plus là. La Massacreuse, très bonne carte, qui est sortie à l'époque de la guerre des Planeswalkers. 4-4 menaces pour 5. Et en fait, qui fait... on voit bien l'espèce de réaction en chaîne que ça peut avoir. Quand elle change de champ de bataille, chaque autre créature gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature meurt, ce tour-ci, chaque créature autre que la Massacreuse gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Donc, si on a une 1-1, une 2-2 et une 3-3 en jeu, par exemple, eh bien là, on va mettre -1/-1 à tout le monde. Là, 1 va mourir, elle va mettre -1/-1 à tout le monde. La 2-2 va mourir, elle va mettre -1/-1 à tout le monde. Et bref, ça fait une réaction en chaîne, sauf que... Alors, vos créatures y passent, mais pas la Massacreuse, puisque c'est chaque autre créature. Au minimum, même si vous avez fait un carnage, il vous reste la Massacreuse. A savoir que, si par exemple vous aviez, je sais pas moi, 3 mercenaires, bah, vous savez déjà que de base, toutes les bêtes vont prendre -4/-4, puisque vous allez mettre -1/-1, il y a 3 mercenaires qui vont aller au cimetière, et du coup vous allez refaire
3 fois -1/-1. Donc c'est vraiment... souvent ça fait... on rase le board quoi. Et il reste que Massacre. Fain, le courtier. On dirait Loki. Hein. On dirait vraiment Loki. Fain, le courtier. Pour 3, vous avez pour 3 mana, une 3-3. Vous l'engagez, on sacrifie une créature, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée. Donc c'est bien, on va sacrifier du coup les petits mercenaires pour pouvoir s'amuser avec. Donc mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée, c'est bien. Retirez un marqueur d'une créature que vous contrôlez, créez un champ trésor. Donc, en plus, ces capacités font référence l'une à l'autre, parce que une fois que tu as mis des marqueurs +1/+1, tu peux retirer un marqueur +1/+1 d'une créature, par exemple, pour créer un champ trésor. Sacrifiez un artefact, donc par exemple un champ trésor, et vous créez un jeton de créature 2-1 blanche, vol et noir, encrelin avec le vol. Bon, je ne vais pas vous le chercher parce que... voilà, c'est cadeau. Donc, une petite 2-1 vol qui vient de Strixhaven, je crois, à la base. Et pour 4, vous pouvez le dégager. Donc en plus, vous pouvez vous amuser, et si vous avez du mana, à faire je fais ça, puis ça, puis ça. Bonne petite carte que... Alors, bon, c'est une 3-3 pour 3, il faut quand même avoir un petit peu le temps d'en profiter. Quand elle arrive, elle fait rien. Mais une fois qu'on peut commencer à l'activer, on s'amuse quoi. En plus, ça fait une boucle. Du coup, si vous... mettons que vous avez mana infini, vous pouvez... bon, il faut quand même au moins une créature... Enfin, il faut au moins un des trucs, quoi. Et une fois que vous êtes parti, vous pouvez dire... ok, je sacrifie une bête, je mets 2 marqueurs +1/+1. Je retire un marqueur +1/+1, je crée un trésor. Je crée un trésor, je crée une 2-1 vol. Et du coup, quand je vais sacrifier une créature, je mets 2 marqueurs +1/+1, ce qui fait qu'en fait, je retire 1 à chaque fois. Donc je vais avoir un marqueur +1/+1... si j'ai bien fait le calcul, j'ai marqueur +1/+1 infini sur une bête. Puisqu'à chaque fois, je gagne un marqueur +1/+1. Ouais, donc j'ai au moins marqueur +1/+1 infini. Bon. Envoûteuse des Landes, pour 5, vous avez une 4/4 contact mortel. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné des points de vie ce tour-ci... Ah, donc c'est pour ça qu'il y a un bail de points de vie. Chaque adversaire sacrifie une créature, et vous renvoyez jusqu'à une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Attends, début de votre étape de fin, si vous avez gagné des points de vie ce tour-ci, ok. Chaque adversaire sacrifie une créature, et vous renvoyez jusqu'à une carte de créature ciblée... Oh ouais, donc c'est fort. Ah, c'est fort. C'est fort, et c'est vrai que du coup, avec Olivia, tu mets Olivia tour 4, et que au tour d'après, tu mets ce truc-là, tu attaques, bon, faut imaginer évidemment qu'elle est encore là et qu'elle n'est pas bloquée. Grâce au lien de vie, tu gagnes des points de vie, et là derrière, tu vas dire, tu vas sac une bête, je vais récupérer une bête, vraiment, tu fais un très beau card d'avantage. C'est un peu mou, ça demande vraiment un setup quand ça arrive, mais en tout cas, ça peut faire des choses un peu sympas. Charognard, Faucon de Nuit, c'est une 1+ étoile, /3. Il a le vol, contact mental, le lien de vie. Il rappelle évidemment Faucon de Nuit Vampire, qui était une 2-3 vol pour le même prix. La force du charognard du Faucon de Nuit est égale à 1 plus le nombre de types de cartes parmi les cartes dans les cimetières de vos adversaires. Alors, type de cartes, bah, on l'a dit tout à l'heure avec Tarmogoyf, c'est créature, éphémère, rituel, terrain, machin. Et donc, du coup, très vite, il devient plus fort que le Faucon de Nuit Vampire, d'où clairement est tirée la carte. Et quand tu commences à avoir une 3-3, 4-3 vol lien de vie, bon, commence à devenir un peu relou. Et ok, bonne carte. Et en plus, ça a lien de vie, donc ça trigger l'envoûteuse des Landes. Je commence un peu plus à comprendre l'intérêt de jouer ça, même si je reste un peu persuadé que gagner 2 fois X points de vie, tu préfères mettre une bête qui a lien de vie ou autre chose qui fait gagner des life. Pour moi, elle est meilleure que Faucon. Ah, mais 100%. Elle est 100% meilleure que Faucon de Nuit. Hein. Il suffit d'un truc pour qu'elle soit... Voilà. S'il a absolument rien dans son cimetière, elle est moins bonne. À partir du moment où il a un truc dans son cimetière, elle est aussi bien. Et s'il a plus, et très souvent quand même il aura plus, elle est bien mieux. Donc, non, bien sûr. Ouais, c'est rare. Faucon de Nuit était une co. Grand numéro. Pour 5, pour 6. Témérité. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque adversaire. Alors, ça va être un peu le problème, effectivement, de certaines cartes en duel commander. C'est que là, du coup, ça coûte effectivement 5. Et on va détruire 2 créatures ciblées. En réalité, en éphémère, 2 créatures ciblées pour 5, c'est jouable. Hein. Puis en plus, là, on parle pas de duel commander compétitif. Hein. On va jouer deck préconstruit contre deck préconstruit. Donc en vrai, je vais clairement la laisser, même si elle est moins cheatée qu'il y a plusieurs. En tout cas, j'avoue que tu joues à 4 en commandant, du coup tu as... elle coûte que 2. Non, pour chaque adversaire, elle coûtera 3. Pour 3, détruire 2 créatures ciblées en éphémère sans condition, on est là. Ce sont que les rares que tu analyses. Alors non, mais il y a beaucoup de rares en fait. Dans un deck préconstruit Commander, il y a énormément de rares. Ce qui est assez cool. C'est aussi pour ça que le deck est un peu chéro. Il y a 100 cartes et franchement, il doit y avoir peut-être 30-40 rares, facile. Bon, une trentaine, je dirais. On va faire le en vrai, attendez, voilà, je vais compter.
1, 2, 3, 4. Je compte les mythiques avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Il y aurait 59 rares. Ouais. C'est vrai que ces decks-là peuvent coûter vite 40, 50 balles. Ouais, bah 50 rares dans le paquet, 60 rares presque dans le paquet, je peux comprendre. Surtout qu'il y a des rares, il y a beaucoup de rares qui sont inédites. Grand numéro, j'en sais rien. Bah, ça c'est pas inédit, donc je pense pas qu'en numéro soit inédit. Mais on l'a vu tout à l'heure, bah, Olivia c'est inédit, ça c'est pas inédit. Bon, j'avoue, ça je crois que ça va être inédit. Bon, je saurais pas reconnaître les inédites et pas inédites, mais en tout cas, non, il y a de quoi faire. On peut dire de mal ou t'es en OP. Tu peux dire tout ce que tu veux, je ne suis pas du tout en OP. Si tu veux cracher sur Magic, je saurai le défendre. Ou pas d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a des vrais défauts à Magic, mais... Dis bien ce que tu veux. Diseuse de mauvaise aventure. Ouais. 3-1 pour 4. Contact mortel. À chaque fois que la diseuse de mauvaise aventure arrive sur le champ de bataille ou inflige des blessures de combat à un joueur, exile une carte ciblée d'un cimetière. Si c'était une carte de créature, créée une 2/2 noir gredin. Si c'était une carte de terrain, créée un jeton trésor. Sinon, vous gagnez 3 points de vie. C'est trop bien ça. Trop bien, trop bien. Elle arrive de base, elle met un... souvent tu vas peut-être mettre un petit token. Bah, ça dépend de ce dont tu as besoin. Tu veux gagner des points de vie si jamais tu es low en points de vie ou si jamais tu veux trigger des effets comme ça. Tu peux créer un trésor si tu as besoin éventuellement d'un petit coup de boost en termes de mana, mais en vrai, créer une bête quand elle arrive, c'est pas déconnant. Comme ça, quand elle se fait fumer, elle a quand même laissé une bête. Et le fait que ce soit quand elle arrive sur une bataille ou... Alors, faut quand même qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur. Parce que des fois, c'est quand elle arrive en jeu ou quand elle attaque. Là, c'est un peu... faut quand même qu'elle touche. Mais bon, elle a le contact mortel, donc elle va quand même tuer une bête, généralement. Ce qui est plutôt pas mal. Vérité douloureuse. Bonne carte, puisque on va jouer tricolore. Et on va pouvoir piocher donc 3 cartes. Et vous perdez 3 points de vie. 3 étant le nombre de couleurs de mana. Enfin, je dis 3, mais en fait, du coup, ça n'allait pas avec la suite. Piochez X cartes et vous perdez X points de vie. X étant le nombre de couleurs de mana dépensées pour ce sort. Donc, normalement, tu peux payer 3, mais en vrai, si tu es short en live, tu peux faire exprès de payer que 2 couleurs, voire une seule couleur, même si c'est un petit peu léger, pour pouvoir donc faire en sorte de... Ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu peux la jouer même si jamais il te manque une couleur de mana. C'est plutôt cool. Bon, tant pis, je vais juste piocher 2, mais ça me permet justement peut-être d'aller piocher le terrain qui me manque. Et derrière, par contre, pouvoir piocher 3 pour 3, c'est plutôt cool. Ah! Entrée! Salut vieux, comment ça va? C'est normal, Janus, je t'ai trié là. Tu m'attends là, hey. Ah, tu joues? Tu vois, tu m'as mis une demi-heure. Ça va ou pas vieux? Ça va vieux. Ça se passe? Eh, franchement, dans 10 minutes, j'ai fini. T'es en ton élément ici. Hein. Je suis bien. Tu là. resterais là. Je suis bien. T'es un sacré renard. Je me dépêche. Bon, 10 minutes, on en parle. 10 minutes, on en parle. Allez, 27. Allez, je me dépêche. Ferme la porte, vieux. J'adore. Mais non, vas-y. Alors, par contre, si t'as le faucon de nuit, il faut exiler de ton cimetière pour garder des trucs dans le cimetière adverse. Ce qui est bien, c'est que comme le faucon, c'est en fonction du type de carte, s'il a 3 bêtes, par exemple, tu peux lui en virer 2, ça changera rien. Alors, juste en l'occurrence, le pack est pas incroyable en qualité de carte pour la quantité de rares dedans, surtout comparé aux dernières sorties avant en Commander. Pas de reprint très attendu ou onéreux, pas de gros staples, de la méta très demandée. Ok, pas de soucis. Bon, c'est pas... T'as pas été bien méchant. Mais d'accord, moi je vais essayer d'aller vite. Camber la saccageuse, 3-4 pour 4. Partenariat avec Laurine la diversion. Ah oui. Alors en plus... bon, attends, on va aller la chercher. Parce que si jamais... sinon, je peux très bien jouer avec... Donc, alors, comment elle s'appelle? Laurine la diversion. J'imagine qu'elle est blanc-rouge. Peut-être j'imagine mal. Ah, j'ai peut-être mal imaginé. Ah bah non, elle est que rouge. Ok, donc c'est-à-dire que je peux pas la jouer. Je peux techniquement pas jouer ces 2 partenaires, puisque sinon mon deck est invalidé. Il faut respecter l'identité couleur du commandeur. Et du coup, on peut jouer uniquement des cartes. En fait, on ne peut pas jouer de cartes qui ont dans leur coup de mana ou dans leur texte une couleur de mana qui est différente
de notre ou de nos commandants. Voilà. Donc je peux pas jouer. Alors je peux très bien le jouer dans un commandeur bleu-rouge, rouge-noir, mais je peux pas la remplacer ça pour ça. Alors c'est quoi? C'est une 3-4 liens de vie pour 4. Chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, vous gagnez 1 point de vie et vous créez un jeton sang. Chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, vous gagnez 1 point de vie et vous créez un jeton sang. Le jeton sang permet de défausser, piocher, et donc de cycler un petit peu son deck. Voilà, si on a besoin de cartes, si on a trop de terrain par exemple, on peut dégager ça. Je sais pas où est le token, si on tant pis, si voilà. Donc bon petit token qui permet donc de recycler un petit peu la main si on commence à avoir des cartes un peu moyennes. Et donc ça c'est à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt. Donc on veut tuer des bêtes. Et on a de base une 3-4 liens de vie, ce qui n'est pas trop mauvais. Encore une fois, on reste dans l'esprit d'un duel commandeur non compétitif. Je parle pas... C'est peut-être un peu trop cher pour du compétitif, mais vous voyez. 3-3 pour 3, initiative, donc Laurine la diversion. 2, sacrifier un artefact ou une créature, inciter une créature ciblée. Inciter, ça veut dire jusqu'à votre... Alors inciter, c'est beaucoup moins bien en duel commandeur. Jusqu'à votre prochain tour, cette créature attaque à chaque combat si possible et attaque un joueur autre que vous si possible, évidemment. On peut pas attaquer un joueur autre que nous en duel. Ça reste une 3-3 initiative. Ça reste que tu peux forcer quand même à attaquer une bête. Donc des fois ça peut être bien, notamment si tu as Camber en tant que 3-4 liens de vie, tu forces le gars à attaquer avec sa 3-3 et tu bloques avec, ça peut être cool. Donc voilà. Seigneur Ogre de quartier insalubre, une 3-3 pour 5. À chaque fois qu'une autre créature non jeton meurt, vous pouvez créer un jeton de créature 1-1 noir rat. Ah oui, allez, je connais celle. Les rats que vous contrôlez ont contact mortel. Donc c'est bien surtout pour pouvoir mettre un maximum de tokens qui en plus auront le contact mortel. Maintenant, il faut que ce soit une créature à nous qui meurt, non jeton. Et les rats ne sont pas... Alors celui c'est un gredin, c'est pour ça qu'il est un peu bien dans le pack, mais les rats n'étant pas des hors-la-loi, c'est moins intéressant avec le thème du jeu. Et une 3-3 pour 5 qui fait ça, je pense que je vais le virer. Je pense que je vais pas le mettre, je pense qu'il y aura mieux à mettre. Pareil pour Maléfice Hexagonal, qui est une carte qui peut être assez démentielle, puisqu'on va détruire 6 créatures ciblées, mais on n'a pas le choix. On doit, pour pouvoir lancer ce sort... Ah, déjà remarqué, si en tuer 5 ne suffit pas. Contexte d'ambiance. On doit avoir 6 targets. Le problème, c'est que autant en multijoueur, c'est assez facile, c'est relativement simple. Autant en duel, alors on peut cibler nos bêtes à nous si besoin, mais enfin un peu relou. Je pense que ça passe pas le cut en duel. Seigneur Ogre non plus. Et je voulais virer quoi? Oui, je voulais virer le truc qui faisait gagner des points de vie là. Je pense qu'il y a carrément mieux que ça. Voilà. Je vais mettre de côté les cartes que je vais probablement dégager pour les remplacer, comme je le disais, par des cartes de l'extension Croise Tonnerre que j'ai récupéré de la boîte du display qu'on a ouvert il n'y a pas longtemps. Marie, Marie, la plume tueuse. Qu'est-ce qu'elle fait de beau celle-ci? 3-2 pour 3. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, exilez-la avec un marqueur contrat sur elle. Okay. Les assassins, les mercenaires et les gredins que vous contrôlez ont le contact mortel, donc pas tous les hors-la-loi. Il manque qui d'ailleurs? Il manque qui? Il manque les pirates et les psychagogues. Ça marche pas sur eux. Ok. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un jeu... Bon bah vous vous doutez de ce que j'ai vu. Hein. Vous vous doutez de ce que j'ai vu. Allez, restons focus. Donc les assassins, les mercenaires... En plus, ils se mettent à plusieurs, ces cons-là. Mais tout à l'heure, j'ai vu la bite de Genius. Bon, ça limite, ça va. Et là, je vois le cul. Comment a-t-il fait pour ouvrir la porte? Bah, c'est que il doit y avoir un Max qui doit ouvrir. Ils sont bêtes. Je pourrais mettre la caméra sur vous. Hein. Attention. Bon, il s'est fait claquer le cul par Max. Tout va bien. Je vais essayer de rester concentré. Marie la plume tueuse. 3-2 pour 3. Les assassins, les mercenaires et les gredins que vous contrôlez ont le contact mortel, et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez retirer un marqueur contrat d'une carte que ce joueur possède en exil, donc le truc que tu as tué par exemple. Si vous faites ainsi, piochez une carte et créez 2 champs au trésor. Ok, c'est fort. Donc tu vas filer le contact, donc tu as filé à part terre de la loi le contact mortel, et en plus quand cette bête va tuer va toucher un joueur, pardon, tu vas pouvoir, si de base tu avais tué des bêtes adverses,
En gros, ce qu'on veut avec elle, c'est tuer des bêtes adverses. Il va y avoir du coup des contrats. Et tu vas pouvoir, c'est assez roleplay, et tu vas pouvoir aller chercher la prime, entre guillemets, en touchant le joueur. J'aime beaucoup le principe. Refuge discret, pour 4. Le terrain enchanté A, donc c'est un enchantement de terrain. Ajoutez 2 mana d'une seule couleur de votre choix. Ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts de hors-la-loi ou pour activer des capacités de source hors-la-loi. Pour l'instant, c'est vraiment nul pour 4 d'avoir un truc qui va transformer un terrain en quelque chose qui ajoute un mana de plus, mais uniquement pour les hors-la-loi. Mais, imagine qu'il y a un truc fort. Pour 4, c'est un peu cher. À chaque fois que vous lancez votre premier sort de hors-la-loi chaque tour, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Donc, évidemment, c'est très bien, puisque le fait de pouvoir piocher une carte de plus par tour, en plus, c'est... Alors, bon, j'allais dire, ça marche aussi pour un tour adverse. Pour jouer des hors-la-loi pour un tour adverse, il faudrait qu'ils aient le flash, c'est pas forcément évident. Mais là, on est sur un truc qui dit que à chaque tour, on va pouvoir piocher une carte de plus, ce qui ressemble bien évidemment à Arène Phyrexian, qui est évidemment très bien. C'est vous pouvez ou pas par contre, t'as pas le choix, fais attention. Attention, mon garçon, si jamais tu as un point de vie, tu risques de mourir. 3-1 Profanateur calciné, pour 3. Quand il arrive sur le champ de bataille, renvoyez une carte de hors-la-loi ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Très bien, donc une 3-1 qui va récupérer un truc. Échappez pour 5, exilez les 4 autres cartes de votre cimetière. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup d'échappée. Ok. Donc tu vas pouvoir, si elle est dans le cimetière, la rejouer pour 5 en virant des cartes de ton cimetière. Et il s'échappe avec un marqueur puissance sur lui, ça veut dire qu'en plus, quand il va revenir au lieu d'être 3-1, il va être 4-2. Il va refaire son effet de renvoyer un truc. On est plutôt content d'avoir ce genre de carte. Ça fait du card d'avantage. Retour en ville. Pour X et 3, envoyez sur champ de bataille X cartes de créatures hors la loi ciblée depuis votre cimetière. Sur champ de bataille, c'est fort. Donc pour 4, on renvoie une carte depuis le cimetière sur champ de bataille, ce qui correspond à une carte qui s'appelle Zombification. Il y a d'autres cartes comme ça qui... Pour 4, réanimer une bête, c'est le coup normal. Le coup normal moins, je dirais. Le coup, ok, c'est bien, mais c'est un peu décevant, quoi. Tu peux avoir mieux. Par contre, pour 5 mana, je renvoie 2 hors la loi. Là, ça commence à être pas mal. Et pour 6, 7, 8 mana, tu renvoies 3, 4, 5 hors la loi. Bon, là, ça peut vraiment devenir un peu débile. Donc, ouais, retour en ville, plutôt sympa. En fin de partie. Mage sans démarrer, 3-5 pour 5 vol. Pour 2, je l'engage plutôt que de payer le coût de mana du prochain sort que vous lancez ce tour-ci. Vous pouvez payer un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de ce sort. Bon, c'est fort. C'est un peu cher, 3-5 vol, il faut l'engager pour pouvoir faire son effet. Par contre, alors en fait, c'est que c'est, pour le coup, c'est une carte qui est très bien en... Enfin, très bien, qui est pas mal en multi parce qu'on a 40 points de vie. Quand t'as 20 points de vie, devoir dire je me passe d'avoir une 3-5 pour pouvoir lancer un spell, je pense que ça c'est un petit... Alors attends, vous pouvez payer un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de ce sort. Oui, donc ça marche... Alors je crois que ça marche bien avec les... J'ai l'impression qu'avec les... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me confirmer ou m'infirmer dans le chat? Mais avec les commandants, il me semble que du coup tu n'as pas besoin de payer le coût additionnel. Plutôt de payer que le coût de mana du prochain sort. Vous pouvez payer un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de ce sort. La valeur de mana étant le coût convertible de mana, comme on appelle ça là, un coût convertible de mana. Et c'est... Frérot, je n'en peux plus là. Ouais, mais bon, c'est relou de devoir ramener des gens là. Je vais... je me suis engagé pour le coup. Je me suis engagé. Il me reste quoi? Vraiment pas grand chose quoi. Donc je me dépêche. Donc je pense que c'est... T'es sûr qu'on paye toujours la taxe? Moi je suis pas sûr, Champitrion. Plutôt que de payer le coût, le mana du prochain sort que vous lancez ce tour-ci, vous pouvez payer un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de ce sort. Ah, t'as peut-être raison. Peut-être que tu payes la taxe, t'as peut-être raison, ouais. Ouais, c'est un truc qui te permet de payer un truc en plus, je crois que tu le payes en plus, ouais. Ok, bon, donc c'est vraiment pas terrible du coup, parce que si ça pouvait cheater avec les commandants, ce serait pas mal. Mais là, je pense que pour 5, c'est un peu trop cher. Je pense pas le jouer en... Impossible, on ne peut pas lancer en Astral Vision. Oui, c'est vrai que tu peux pas le lancer. Moi aussi, je suis passionné de MTG, j'ai lancé ma chaîne YouTube, voici ma première vidéo. Allez, petite com. Je te laisse la pub, mais c'est pas très... c'est pas très fair play. Tu payes un nombre de points de vie égal à la valeur de mana du commandant, mais tu vas payer 2 mana à côté, etc. Je sais, mais dans ce genre de cas, lui se débrouiller, lui dis pas que tu le ramènes à minuit. Ouais, je suis c'est vrai. Ok. Je vais devoir arrêter, je pense. 1h du matin.
Écoutez, je la ferai en 2 temps. C'est avec l'eyeliner. On y va. Dernière carte. 5 minutes. Bon. Sabbat des s'envoûteurs, c'est une 3-3 menace pour 3. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous pouvez payer un mana noir. Si vous faites ainsi renvoyer une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main, vous pouvez payer un mana noir. Si vous... Attends, à chaque fois que vous gagnez des points, vous pouvez payer un mana noir. Si vous faites ainsi renvoyer... Regarde, on va pouvoir renvoyer. Il y a vraiment... Bon, après, dans le noir, c'était un peu logique, mais des fois, c'est pas toujours le cas. En tout cas, il y a vraiment un bail de « Ok, mes bêtes vont mourir, mais je vais pouvoir les ramener. » Que ce soit depuis mon cimetière, dans ma... Ah, mais on n'a pas d'aile de main. Oh là là, en fait, je me suis engagé sur 2 trucs que je regrette beaucoup. Vraiment, bon, je vais y aller. Mais c'est vrai que là, j'étais bien lancé. Je me suis engagé, donc je vais respecter les choses. En tout cas, cette petite 3-3 pour 3 permet de pouvoir renvoyer une carte depuis son cimetière dans sa main. C'est pas mal avec effectivement des petites choses qui permettent de gagner des points de vie. Et de base, c'est quand même une 3-3 menace pour 3, ce qui est pas déconnant. J'en étais à Turlupin Maître Farceur, qu'on connaît puisqu'il vient d'Eldraine, très bonne carte. Je vais laisser ça comme ça. Et je pense que je reviendrai ici soit demain, soit mercredi, pour continuer l'analyse de cette... Quelqu'un fasse un nom pour payer le beurre. Non mais je vais ramener, je vais dormir chez WAM, ça va aller. Effectivement, en plus on n'a pas d'aile de main. Bon. C'est ma faute, je prendrai de meilleures dispositions. Jusque-là j'étais chaud pour, comme je suis chez Max, pour pouvoir faire l'analyse de cartes, c'est quand même beaucoup plus propre dans son studio. Bref, je vais vous laisser. Je vais vous retrouver donc sûrement demain. Alors, quoi qu'il arrive, demain soir, 22 minuit, on fera quelque chose. Soit du Arcana, soit ça. Et peut-être que je viendrai plutôt l'après-midi ou le soir pour faire de l'analyse, parce que j'aime bien faire ça et je sais que c'est utile pour l'émission de jeudi. Donc voilà, je verrai. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ce soit le débrief du tournoi sur la vidéo d'avant, ou que ce soit donc ce petit début d'analyse. Alors je verrai, je vais peut-être monter le truc et coller les 2 parties, de façon à ce que vous ayez une vidéo YouTube où je mettrai partie 1, partie 2. Bon, je verrai. Quoi qu'il en soit, je vous fais des grosses bises. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Merci à ceux qui ont sub. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Salut.